Bonjour à tous, je m'appelle Charles. 3 fois par semaine, nous enquêtons sur les crimes qui ont marqué l'histoire, des disparitions mystérieuses aux meurtres les plus horribles. Nous explorons également l'injustice, l'impunité et les punitions les plus sévères. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Nous examinerons ensemble tous les détails de cette histoire criminelle. Le désir de vengeance peut surgir lorsque quelqu'un nous a fait du tort ou, plus profondément, quand nous ressentons une injustice. Il est naturel, au fond de nous, de vouloir faire payer quelqu'un pour une situation que nous jugeons injuste. Nous avons tous, dans une certaine mesure, le désir de nous sentir comme des vainqueurs, même si le méchant ne nous a pas directement causé de tort, mais a plutôt blessé un groupe que nous considérons comme innocent. Certains psychiatres affirment que le désir de vengeance révèle une part de mal en nous, nous amenant à nous mettre au même niveau que ceux qui nous ont offensés. Cela engendre rancœur et stress, nous rendant plus vulnérables aux réactions négatives des autres. Personne ne sait avec certitude pourquoi Christopher Escobar, un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis, a décidé d'éliminer Jeffrey Dahmer, aussi connu sous les noms de Cannibale de Milwaukee ou Monstre de Milwaukee. Il est clair que cette élimination peut être vue comme une forme de vengeance pour les 17 hommes tués par Dahmer entre 1978 et 1991. L'histoire de Christopher Escobar, qui a été mortellement attaqué en prison, est marquée par ce désir de justice. Bonjour à tous, je suis Hector et 3 fois par semaine sur cette chaîne, nous explorons les crimes qui ont marqué le monde, des disparitions aux meurtres les plus terribles. Nous examinerons aussi l'injustice, l'impunité, la corruption et les peines les plus sévères. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Nous allons analyser ensemble tous les détails de cette histoire criminelle. Christopher Escobar est né le 6 juillet 1969 à Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin, aux États-Unis. Il est le deuxième de 5 frères et a fréquenté l'école secondaire James Madison avant de quitter le 11e grade pour commencer à travailler. Il a été embauché comme menuisier dans un programme de formation du Wisconsin Conservation Corps. Edward Parr, un superviseur, lui avait promis qu'il serait embauché à la fin du programme. Cependant, il fut licencié avant d'obtenir un poste à temps plein. Après avoir perdu son emploi, Escobar a commencé à boire excessivement et à entendre des voix qu'il appelait l'élu. Il consommait des bouteilles de bière de 40 onces et au moins 4 joints par jour. Sa consommation d'alcool croissante a conduit sa mère à le mettre à la rue, et sa petite amie était enceinte. Le 1er juin 1990, à seulement 21 ans, Escobar est retourné à son ancien lieu de travail avec une arme semi-automatique calibre 0.25, a exigé de l'argent et a tué un superviseur nommé Steve. Il a ensuite continué ses actes violents, tuant plusieurs personnes avant d'être arrêté. Le 28 novembre 1994, Escobar a été assigné à une tâche de nettoyage avec Jessica Anderson et Jeffrey Dahmer. Dahmer, le carnivore de Milwaukee, était un tueur en série responsable de la mort de 17 hommes entre 1978 et 1991. Dahmer avoua avoir dévoré les muscles de certaines de ses victimes et avoir gardé leur crâne comme trophée. Il invitait des jeunes hommes chez lui, les droguait, les étranglait, et se masturbait à côté des corps avant de les découper. Après son arrestation en 1991, Dahmer a été condamné à 15 peines de réclusion perpétuelle. À la prison de Columbia, Christopher Escobar n'avait initialement aucun contact avec les autres détenus pour des raisons de sécurité. Cependant, par la suite, les autorités ont facilité les interactions, permettant à Escobar de manger avec les autres prisonniers et d'effectuer des tâches de nettoyage. Le 28 novembre 1994, l'autre détenu avec Escobar était Jessica Anderson, un administrateur marié avec 3 enfants, qui vivait une vie normale jusqu'au 21 avril 1992. Ce jour-là, sans explication apparente, il a poignardé sa femme Barbara à 5 reprises au visage et à la tête avant de se poignarder lui-même 4 fois dans la poitrine. Barbara est tombée dans le coma et est décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Anderson a accusé 2 hommes afro-américains de l'attaque, remettant à la police une casquette de basket-ball qu'il prétendait appartenir à un des assaillants. Cependant, un étudiant a révélé que Anderson avait acheté cette casquette quelques jours auparavant. De plus, le couteau utilisé dans le crime avait été acheté par Anderson plusieurs semaines avant les faits. En conséquence, Anderson a été accusé de meurtre. Le 13 août 1992, il a été reconnu coupable et condamné à la réclusion perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle pendant 60 ans.
En 1992, Escobar a compris qu'il devait se tenir éloigné de Dahmé, le monstre de Milwaukee, qui avait une règle personnelle d'être accompagné par un gardien lorsqu'il était hors de sa cellule à cause de ses conflits avec les autres détenus. Les altercations entre Dahmé et les autres prisonniers étaient fréquentes. Escobar observait Dahmé de loin dans la cour de la prison, mais évitait de s'approcher pour ne pas devenir une cible de ses provocations. Le matin de novembre 1994, alors qu'Escobar, Dahmé et Anderson accomplissaient leur tâche de nettoyage, les gardiens les ont laissés sans surveillance. Il semble qu'une altercation ait éclaté impliquant d'autres détenus et une barre de fer de 20 pouces trouvée dans la salle de musculation. Les détails de l'incident ne sont pas entièrement clairs. En 2015, le journaliste James Rama du New York Post a publié un article après avoir interviewé Escobar. Selon cet article, Escobar croyait que Dahmé était repenti de ses crimes, mais il détestait Dahmé pour ses blagues macabres, comme mettre de la nourriture de prison en forme de membres amputés, les arroser de sauce tomate pour simuler du sang, et les placer pour effrayer les autres détenus. Au pénitencier de Columbia, Christopher Escobar a servi aux côtés de Dahmé, qui avait l'habitude de faire des blagues sur son passé cannibale. Il était courant qu'un gardien, nerveux et resté à proximité, entende les rires de Dahmé, ce qui ajoutait à la tension. Dahmé utilisait ce comportement pour exagérer et effrayer les autres, faisant preuve d'un humour macabre pour manipuler la perception des autres face à sa situation désespérée. Le pasteur Roy Radcliffe a déclaré que Dahmé jouait avec son image pour accentuer la peur qu'il inspirait. Le pasteur Oscar Vert a expliqué qu'il savait que Dahmé était très impopulaire parmi les autres détenus et avait été impliqué dans de nombreuses altercations avec eux. Cette animosité, combinée à la colère d'Escobar face au crime de Dahmé, a conduit à une altercation fatale. Selon cette version, Escobar avait sur lui un article de presse détaillant les crimes de Dahmé. Il a déclaré qu'il venait de finir de nettoyer et remplissait un seau d'eau quand il a senti quelqu'un le pousser. En se retournant, il a vu Dahmé et un autre détenu riant. Escobar les a fixés dans les yeux sans dire un mot. Après que les trois hommes se soient séparés, Escobar a décidé de suivre Dahmé dans le vestiaire. Dégoûté par le cannibale, il a pris une barre de métal de 20 pouces et 5 livres dans la salle de musculation. En confrontant Dahmé avec l'article de presse, Escobar était furieux et a bloqué la porte lorsque Dahmé a tenté de s'échapper. Escobar a frappé Dahmé à la tête avec la barre en 2 mouvements, le tuant sur le coup. Après cela, Escobar est passé calmement par le gymnase et est entré dans un vestiaire où Anderson, 37 ans, travaillait. Il a jeté un coup d'œil autour de lui pour vérifier la présence d'autres personnes, puis a attaqué Anderson avec la barre de métal à la tête. Lorsqu'il est retourné à sa cellule, les autorités se sont demandé pourquoi il n'était pas au travail. Quand les agents ont trouvé les détenus gravement blessés, Anderson est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital de l'Université du Wisconsin à Madison, après que les médecins aient retiré le soutien vital. Escobar a affirmé qu'il ne croyait pas que ce soit un accident et que les gardiens savaient qu'il haïssait Dahmé et voulaient le voir mourir. Oscar Vert a suggéré que les gardiens avaient peut-être eu un rôle dans ce qui s'est passé, indiquant que les agents de sécurité étaient absents juste avant l'attaque d'Escobar. Escobar a refusé de donner plus de détails par crainte pour sa sécurité, affirmant avoir besoin d'un bon avocat pour éviter toute représaille de la part des autorités de Wisconsin. Après la publication de l'article du New York Post, une enquête a révélé qu'Escobar avait agi seul, mais il a nié ses accusations dans un blog en 2015, affirmant que le journaliste avait déformé ses paroles. Il semble que Christopher Escobar ait commis des meurtres, y compris celui de son épouse et de ses compagnons de détention, en raison de crises psychotiques causées par sa schizophrénie. Après les meurtres, il s'est déclaré fou, mais a par la suite changé sa défense pour invoquer l'incompétence mentale, ce qui a conduit à son transfert dans une prison fédérale. Condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité, il a été maintenu en isolement pendant 16 ans. En 2005, il a intenté une action en justice fédérale contre le programme de sécurité de la prison du Wisconsin, affirmant que son isolement était un châtiment cruel et inhabituel violant ses droits constitutionnels. Cependant, un juge a rejeté la plainte contre plusieurs accusés et a décidé que les actions des autres employés n'étaient pas illégales. Escobar a perdu son appel en 2006. Plus tard, la juge fédérale a ordonné que Escobar et une trentaine d'autres détenus souffrant de graves troubles mentaux soient transférés. Escobar a été transféré de prison en prison jusqu'à ce qu'il arrive au centre correctionnel de Centennial à Cannon City, Colorado. Évalué par 10 à 20 médecins de la prison, il peine toujours à comprendre ses problèmes mentaux, allant jusqu'à blâmer certains aliments de la prison pour ses crises psychotiques, citant le sucre raffiné comme principal coupable. En prison,
Escobar a développé une carrière de poète et d'écrivain. Il a commencé par un blog et a ensuite publié des livres auto-édités disponibles sur Amazon. Il écrit des chansons, des compositions musicales, des nouvelles, des poèmes, et s'intéresse également à l'art et aux propositions de politique carcérale. Il explore aussi l'ingénierie mécanique et industrielle. Son livre, intitulé Le garçon qui est resté derrière, offre une perspective poétique sur la vie derrière les barreaux, décrivant son voyage de désespoir à espoir et sa quête de réhabilitation pour ceux qui cherchent une seconde chance dans le système pénitentiaire américain. En 2012, son représentant a annoncé qu'Escobar souhaitait écrire un livre sur le meurtre de Jeffrey Dahmer, 17 ans après le meurtre brutal du cannibale notoire. À 42 ans, l'homme qui a tué Dahmer voulait vendre cette idée aux éditeurs, promettant de révéler tous les détails du meurtre, y compris les dernières paroles de Dahmer, ainsi que les blagues sadiques et les provocations qu'il avait infligées aux gardiens et aux autres détenus. Chris a continué à être présent dans la vie de son fils, également nommé Chris Carvey, qui se bat pour suivre une voie de droiture et d'honnêteté, avec le soutien de son père. L'histoire de Christopher Escobar met en lumière les difficultés liées à la gestion d'une maladie mentale sans diagnostic approprié et traitement. Il est important de noter que, malgré son jeune âge de 21 ans lorsqu'il a été incarcéré à vie, il a continué à causer des dommages même derrière les barreaux. Après plusieurs années, dans des conditions médiatiques difficiles, il semble avoir trouvé une forme de paix en se réfugiant dans l'écriture. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a abandonné la vie sans remords et a été l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Chers spectateurs, voici la fin de notre histoire criminelle pour aujourd'hui. Je serais très intéressé de connaître votre avis, alors je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo, toujours avec respect pour les victimes et leurs familles. Nous pouvons discuter, mais il est essentiel de maintenir le respect que chacun mérite. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.